le débrief de la matinale. Alors, on est avec Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, Pierre-René Lebas, président de France Active, ancien secrétaire général de l'Élysée et de la Caisse des dépôts, Thierry Lepercq, président de iDeal dans l'hydrogène, donc pour le HY. On va parler évidemment du contrôle des prix de l'électricité. Oui, chaque jour sa nouvelle idée sur l'énergie ou sur le pétrole. On a eu les ventes à perte, le prix coûtant. Maintenant, c'est les prix de l'électricité qu'il faut contrôler. Bonne ou mauvaise idée, Thierry Lepercq, en un mot? Le prix, c'est comme un thermomètre. Ça donne une information. Et c'est vrai que quand la température monte, on est tenté, certains, éventuellement de jeter le thermomètre. Ce n'est pas une très bonne idée. Le prix nous donne une information. Et cette information, c'est que l'offre et la demande sont en déséquilibre sur les 15 prochaines années en France. Et donc, comment on résout ça? C'est le problème que pose le marché. Moi, je suis sûr que Pierre-René Lebas, ça lui plaît, ça, le contrôle des prix. J'adore. Défendez-vous, Pierre-René. Défendez-vous, Pierre-René. Back to 1986. Il y a un petit côté comme ça aujourd'hui. Ouais. Bon, on va en parler évidemment dans un instant. Dominique Carlac, contrôler les prix de l'électricité. Alors, c'est bien pour les entreprises. Ça permet d'avoir une visibilité. C'est vrai. Mais La question, c'est est-ce qu'on peut faire du en même temps? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut à la fois avoir une écologie souveraine et compétitive, et est-ce qu'on peut avoir une écologie accessible à tous? Donc ça, c'est le en même temps. Est-ce que c'est pas antagoniste aujourd'hui? Non, mais c'est toute la question. Est-ce qu'on protège les consommateurs? Est-ce qu'on ment pas aussi un peu aux gens? Ou est-ce qu'on accompagne les investisseurs et les producteurs? Est-ce qu'on ment pas un peu, franchement, Thierry Lepercq, en disant le pétrole, oui, on va pouvoir faire quelque chose pour qu'il soit pas cher. La transition, elle va être douce, vous inquiétez pas, il y aura des solutions pour tous. Non, je sais pas, on ment, non? est-ce qu'on prend les gens pour des idiots? On pose une question. Et le président de la République, hier, a en fait posé une question. Il a dit, il nous faut sortir des fossiles, il nous faut une transition abordable, il nous faut réindustrialiser le pays. Oui. Alors, certains disent c'est la quadrature du cercle. À titre personnel, je vois ça plutôt comme une question posée aux industriels, parce qu'au bout du compte, ce sont les industriels et les énergéticiens qui doivent répondre à cette question. Et peuvent-ils y répondre ou pas? C'est pas l'État qui va produire de l'énergie, c'est pas l'État qui va réduire les coûts. La question fondamentale, c'est est-ce que l'industrie, les énergéticiens peuvent répondre à ça? On était avec le PDG de Neoen tout à l'heure qui nous disait le problème c'est que l'État il nous met des bâtons dans les roues puisqu'il faut des mois pour sortir nos projets de terre. On en parle dans un instant. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief à 8h37 avec Dominique Carlac, Pierre-René Lebas et Thierry Lepercq. On va commencer avec vous, Nathan Campo, parce que c'est la quadrature du cercle sur le prix de l'électricité. Est-ce que on peut faire de l'électricité à 60 € le mégawatt comme le voudraient la Creux et le gouvernement? Le patron d'EDF dit mais non, moi je peux pas, il faut du 90, 120. Et là, le torchon brûle, Nathan. Oui, la bataille fait rage entre Luc Rémont et Emmanuel Macron. Alors que l'Europe travaille sur une réforme du marché de l'électricité, l'exécutif veut un prix compétitif pour les entreprises et de la visibilité pour les ménages dans la lignée donc de l'évaluation de la Creux à 60 € le mégawattheure et donc bien en dessous du tarif demandé par Luc Rémont, autour de 90 € le mégawattheure. Une guerre de position face à un EDF qui voit arriver une montagne d'investissement. En plus des nouveaux EPR et du prolongement de la durée de vie des centrales, le groupe est déjà lesté de 60 milliards d'euros de dettes et 18 milliards d'euros de pertes l'année dernière. Alors, quelle piste pour l'exécutif pour que les ménages et entreprises aient accès au coût réel de l'électricité nucléaire? Un prélèvement obligatoire sur une partie des bénéfices réalisés par EDF serait mis en place, c'est ce que rapporte Le Parisien. Une rente nucléaire qui serait ensuite intégralement redistribuée aux ménages et aux entreprises. Ça bavarde. Pendant que vous parlez, Nathan Campo, on est avec Pierre-René Lebas, avec Dominique Carlac et avec Thierry Lepercq. Ça bavarde parce qu'ils sont passionnés. Oui, parce que vous dites c'est pas possible. En fait, on a d'un côté l'État qui a fait quand même face à la flambée des prix de l'énergie en général. Il y a eu quand même beaucoup d'initiatives pour que les Français fassent face à l'augmentation du prix du carburant, du gaz, de l'électricité maintenant. Et puis d'un autre côté, on a Luc Rémont, le patron d'EDF, qui dit moi je peux pas. On va pas me piquer dans ma caisse alors que elle s'est vidée et que je suis en déficit massif. Donc devant ce mur d'investissement des 25 milliards par an que EDF doit investir pour régénérer les EPR, la vraie question à se poser entre est-ce que je choisis de protéger le consommateur, qui soit le particulier ou l'entreprise ou le producteur d'électricité, c'est la question de la souveraineté, mais c'est surtout la question du rythme. C'est à quel rythme
peut-on décarboner notre économie en France compte tenu de la demande qui a besoin d'être accompagnée et puis des producteurs, si on veut de la souveraineté, à un moment donné, il va falloir aussi relâcher un petit peu sur cette guerre des prix. Pierre-René Lemay, tout le paradoxe, c'est que l'État est désormais actionnaire à 100% d'EDF, donc il fait ce qu'il veut. C'est le poison de l'État actionnaire, Pierre-René. C'est-à-dire, à vrai dire, on est dans une situation où tout le monde parle de bras de fer, mais enfin, il n'y a pas de bras de fer. Entre l'État actionnaire principal et qui décide et qui possède 100% du capital, et quelqu'un qui a été nommé en remplacement de son prédécesseur pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, il n'y a pas de bras de fer. Luc Rémont, il va partir si on lui... Où il s'en va, où il met en œuvre. Personne d'autre, Pierre-René. Oui, on me dit d'ailleurs que c'est parce que c'est pas assez payé d'être patron d'EDF. J'ai entendu ça. C'est juste que c'est pas on est dans une... preuve. Pour moi, on est dans une contradiction évidente. On ne peut pas laisser s'écrouler EDF. Si EDF doit assurer le grand carénage, le financement de sa dette, la modernisation de son parc et la création de nouvelles unités, tout ça a un coût. Mais... Et il faut bien que quelqu'un le paye. Mais qui ? Alors, c'est ou le consommateur, qu'il soit industriel ou qu'il soit particulier, ou c'est l'argent public. Enfin, il faudra bien que quelqu'un le paye sur la durée. Mais tout ça, c'est si on se dit que c'est le nucléaire qui nous fournit toute notre électricité, et on en a besoin de l'électricité beaucoup pour notre décarbonation. Thierry Lepers, vous, on vous a connu chez Solaire Direct. Aujourd'hui, vous êtes le président de Ideal, vous faites de l'hydrogène avec du solaire. Est-ce qu'on peut faire de l'électricité, ou de l'énergie, pas l'électricité, pas chère? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, et Ideal le démontre aujourd'hui en Espagne. Alors qu'est-ce qu'on va faire en Espagne? En 2028, on va produire 150 000 tonnes d'hydrogène. Alors 150 000 tonnes d'hydrogène, pour que les gens repèrent, c'est l'équivalent de la production d'énergie de 2 centrales nucléaires. Donc c'est un début. Il faut redire que dans l'hydrogène, c'est comme une sorte de batterie géante. On va stocker l'électricité, par exemple solaire, et après la redispatcher. Tout à fait. Alors c'est quoi l'hydrogène? C'est en fait la forme moléculaire, on pourrait dire, de l'électricité solaire qu'on transforme par l'électrolyse de l'eau en une molécule qu'on peut utiliser partout dans l'industrie, dans la mobilité et dans l'énergie. Et donc, cette source d'énergie, ce vecteur énergétique, plus exactement, aujourd'hui est appelé à un développement considérable. Je vais juste citer l'objectif de l'Union européenne, parce qu'il faut quand même le souligner. 20 millions de tonnes d'hydrogène vert, issu des énergies renouvelables, en 2030, c'est l'équivalent de 100 tranches nucléaires, non pas dans 15 ans, mais dans 7 ans. Mais attendez, à quel coût? Parce que là, on est à 60 € sur enfin, 60 €, c'est sans doute du prix subventionné. Vous êtes à combien, vous? L'électricité solaire aujourd'hui en Espagne peut être produite aux alentours de 20 € du mégawattheure. C'est-à-dire un tiers du prix que le gouvernement envisage. Et c'est vrai que si on veut de l'hydrogène compétitif, c'est-à-dire qu'il puisse se substituer aux combustibles fossiles sans augmenter la facture des gens, parce que cette idée qu'on va augmenter la facture des gens ne tient pas. Elle ne tient pas et vis-à-vis des entreprises non plus qui vont se délocaliser. Donc il faut, et ça c'est un autre objectif cité par le gouvernement et le président de la République hier, il faut que tout ça soit abordable. Et pour que ça soit abordable, il faut nécessairement, c'est logique, partir de l'énergie la plus compétitive qui soit et aussi la plus abondante, comme l'a indiqué Xavier Barbaro le solaire. tout à l'heure. Donc le photovoltaïque et l'hydrogène. Mais pourquoi on ne fait pas ça alors? Pourquoi est-ce qu'on va encore faire les EPR qui vont nous coûter des dizaines de milliards d'euros et qui vont nous produire de l'électricité à 60, 90, 120 € le mégawattheure? Dominique Carlac. Alors, il y a deux raisons, je dirais. Il y a d'abord une raison de frein administratif, quand même. C'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui n'est pas freiné quand on parle du nucléaire. Quand vous regardez une comparaison France-Allemagne sur, par exemple, les méthaniseurs. Regardez tout à l'heure des statistiques. On a à peu près 600-800 méthaniseurs en France. On en avait 11 000 il y a 3-4 ans en Allemagne. Pourquoi? Parce que les permis permettent d'être obtenus plus rapidement. Et puis, on va sur un tabou qui est que pour pouvoir nourrir des méthaniseurs en Allemagne, on cultive volontairement. Et là, il va y avoir des débats en se disant, mais quels sont les intrants, d'une part, et quels sont les freins administratifs qu'on lève ou qu'on ne lève pas, d'autre part. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans la simplification. Et donc, du coup, on est encore sur des anciens schémas, mais des anciens schémas qui occupent quand même beaucoup de monde, beaucoup de monde. Vous et votre société, Dominique, DNC Consultant, vous répondez à des appels d'offres publics. On a entendu Xavier Barbaro dire c'est plus possible, les délais, l'administratif, on est dans un millefeuille et on fait des plans de simplification en long, large, en travers, ça sert à rien. C'est tout le débat de l'État planificateur, d'un côté, qui veut reprendre la main sur une forme de souveraineté industrielle qui est très gaullienne, hein. Et puis, en attendant, depuis De Gaulle,
le millefeuille administratif, il s'est considérablement épaissi. On n'est pas seul coupable. C'est-à-dire qu'on a, depuis la construction européenne, alourdi. On cite toujours cet exemple de faire une ferme solaire en Europe. En France singulièrement, c'est très compliqué. Vous avez 18 mois de permis, là où aux États-Unis, vous avez 2-3 mois de permis. Donc on a cette problématique d'à la fois vouloir un État souverain en matière de politique énergétique, mais en même temps un État extrêmement complexe et pas très simplificateur. Pierre-René Lemay, est-ce que c'est le rôle de l'État de faire les bons choix industriels, le nucléaire, etc. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les acteurs privés, justement, aller là où il leur semble plus judicieux d'aller? C'est leur argent, c'est leur risque. Oui, mais l'expérience prouve que si l'État ne fixe pas le cap, ne dit pas dans quelle direction on veut aller, quel est l'objectif en termes de mix énergétique sur une longue période, quel est l'argent public qu'on peut mettre pour accompagner les acteurs économiques, on n'y arrivera pas. Vous êtes sûr, quand on voit les choix complètement inverses de l'Allemagne et de la France en matière de mix énergétique, mais qui a raison, le gouvernement allemand ou le gouvernement français? Ça, j'en sais rien, mais la simplification en Allemagne, c'est un sujet sur lequel on peut discuter pendant longtemps. Non, mais si la question était uniquement une question de charge administrative, de millefeuille, etc., on aurait réglé le problème à moyen terme. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'ensemble des coûts dans une situation contradictoire. On est dans une contradiction. On passe son temps à expliquer qu'il faut une énergie pas chère et en même temps on a un coût d'investissement pour aller vite qui est considérable au niveau national. Comment est-ce que tout ça se lisse sur la longue période? Le gouvernement pour l'instant ne répond pas. C'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure. Le président de la République a posé des questions. Le délégué, je ne sais plus comment on appelle ça, le secrétaire général à la transition énergétique, a fait un travail tout à fait remarquable. Sur la base de ce travail, on attend des décisions qui vont sûrement venir en octobre, en novembre, en décembre, en janvier. Donc aujourd'hui, moi je ne sais pas répondre. Le président de la République a parlé de méthode. Il a parlé ni de coûts, ni d'argent public, ni de contenu des décisions. Donc, oui, mais parce qu'il veut surtout pas froisser qui que ce soit en faisant penser que ça va être plus cher ou qu'il va y avoir des trous dans la raquette. Mais quand même, Thierry Lepers, vous avez ouvert une brèche quand même intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire à la française en anglais? Il a dit que c'était l'écologie à la française. Oui, c'est le en même temps, non? Non, pas du tout. Quand vous dites en anglais à la française, ça veut dire filiale anglaise. Ça veut dire faire un truc discret qu'on ne voit pas. Oui, mais on a quand même une brèche qui nous a été ouverte par Thierry Lepers, c'est c'est possible de l'énergie pas trop chère. C'est possible de ne pas augmenter la facture énergétique des Français. Parce qu'on va le voir avec Nathan Cocampo dans un instant. Il faut surtout pas renoncer à des projets de transition énergétique. Et vous savez quoi? La France s'y est engagée. En janvier, à Alicante, le président de la République et le président du gouvernement espagnol ont convenu de la construction d'un pipeline connectant Barcelone à Marseille, qui va amener 2 millions de tonnes d'hydrogène vert espagnol et du Maroc et de Mauritanie à Marseille et en vallée du Rhône pour irriguer la France et l'Allemagne en 2030. C'est décidé. C'est pas une vision, c'est une décision et surtout, ce qui est très important, c'est une initiative européenne. Je crois qu'il est essentiel de comprendre que la France n'est pas une île, n'est pas la Corée du Nord, n'est pas une île du Pacifique. La France est au cœur de l'Europe et même s'il y a des divergences sur le fond, nous avons cette solidarité de fait avec nos pays voisins et tout particulièrement d'ailleurs avec l'Espagne et la Méditerranée, qu'on oublie trop souvent. Alors, ce qui s'est passé au cours des derniers jours en Europe, justement, de manière générale, c'est une forme de, pas de renoncement, mais effectivement, pour ne froisser personne et pour ne pas faire aux Français, beaucoup de gouvernements, les Anglais, les Allemands, et hier, Emmanuel Macron a mis un petit peu la sourdine, Nathan. Le Royaume-Uni recule. La fin des voitures thermiques est reportée à 2035 contre 2030 initialement. L'interdiction des chaudières polluantes est reportée de 2026 à 2035. La loi pour interdire en 2028 la location de logements n'ayant pas un minimum d'efficacité énergétique requis sera même abandonnée. Coup de frein aussi en Allemagne. Olaf Scholz allège les contraintes environnementales pour relancer le marché de l'immobilier en crise. Un projet de loi vise à diminuer le recours aux chaudières gaz et fioul en imposant dès janvier à toute nouvelle chaudière de fonctionner avec au moins 65% d'énergie renouvelable. Mais ce projet provoque un tollé au sein du gouvernement. La mesure pourrait finalement s'appliquer qu'en 2028. Et en France, donc, on peut aussi parler de recul. La fin du charbon promis en 2022 est finalement décalée de 5 ans pour 2027. Sur les chaudières à gaz, si elles sont peu à peu interdites pour les logements neufs, le gouvernement avait envisagé leur interdiction pour l'ancien. Il renonce finalement
finalement pour le moment. La question, c'est est-ce qu'on recule pour mieux sauter? C'est-à-dire que ce réalisme sur les décisions, on a peut-être eu des objectifs trop ambitieux, il ne faut pas braquer la population. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que finalement on n'y arrive pas et c'est désespérant? En fait, le gouvernement a entendu et les gouvernements ont entendu que dans transition écologique, il y avait bien le mot transition. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait à grands coups d'investissement, à grands coups de recherche et de développement, et on ne change pas un système énergétique. Vous savez, il y a eu 4 révolutions industrielles qui ont été toutes fondées sur des changements de système énergétique, et à chaque fois, ça a pris 100 ans. Quand vous faites le charbon, le pétrole, le nucléaire, à chaque fois, ça a pris longtemps. Donc là, il y a eu une prise de conscience que ça ne se fait pas en quelques mois, en quelques années, ça se fait sur des longs cycles. Voilà. Vous trouvez, Thierry Lepère, que c'est une forme de renoncement quand même de la part du gouvernement, en tout cas dans la pédagogie? Je vais me permettre d'être en désaccord avec vous. C'est l'objectif. Il y a aujourd'hui, pour aller dans le sens de ce que disait Xavier Barbaro tout à l'heure, il y a aujourd'hui une capacité de production de modules photovoltaïques, à nouveau parlons de ça, qui est de 1000 gigawatts par an. Pas en 2050, aujourd'hui. C'est-à-dire que la capacité de production, c'est l'équivalent de 3 gigawatts avec 3 centrales nucléaires par jour. Maintenant, essayez de multiplier ça par 10 ou 20 ans. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les capacités de production solaire, plus la disponibilité de solaire, notamment dans les zones méditerranéennes dont je parlais tout à l'heure, sont suffisantes pour remplacer tous les combustibles fossiles avant 2040. J'ai l'impression qu'on a trouvé la solution en vous invitant ce matin. Non, mais c'est vrai qu'on s'inquiétait, puis en fait, non, on a assez d'énergie. Je suis très optimiste. Ah oui, c'est oui. Sauf que quand on voit les chiffres de production et de photovoltaïque et d'éolien et d'hydrogène, ça progresse, mais pas assez vite. La preuve, on va faire des EPR. Pourquoi ça ne progresse pas? Parce qu'il y a un moment donné, dans l'énergie, ce qu'on appelle une commodité. Une commodité, c'est un prix. C'est ça. Et qui doit être un prix de marché. Et si vous avez quelque chose qui n'est pas au prix de marché, vous avez un marché nul. C'est le cas par exemple de l'hydrogène aujourd'hui. L'hydrogène aujourd'hui n'a pas encore basculé vers un modèle économique viable. Ce que nous montrons avec Ideal, c'est que d'ici quelques mois, je ne parle pas d'années, nous allons pouvoir démontrer que tout ça se met en œuvre à grande échelle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a un marché qui s'ouvre. Est-ce que ça se fait instantanément? Non. Mais regardez ce qui se passe à nouveau en Espagne. Enagás, qui est le transporteur de gaz espagnol, a annoncé la construction de 3000 km de pipelines partout en Espagne, des pipelines entièrement dédiés à l'hydrogène, avec cette idée, et là je vais citer le président Arturo Gonzalo, qui est le président d'Enagás, qui a dit officiellement, nous allons sortir du gaz naturel et remplacer tout ça par de l'hydrogène. C'est une décision qui est prise aujourd'hui dans un grand pays européen qui est l'Espagne. Ouais, moi je suis pas assez savant. Je vous écoute et c'est une voie d'optimisme formidable. Si c'est la réponse. Ça n'empêche qu'aujourd'hui au niveau européen, on a la France qui a fait des choix compliqués en matière de nucléaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a plutôt renoncé en disant qu'il faut en faire moins, qui maintenant dit qu'il faut en faire beaucoup. Vous avez l'Allemagne qui sort d'une dépendance au gaz et qui ne sait pas très bien comment s'en sortir aujourd'hui, a fortiori avec un gouvernement où il y a à la fois des Verts, des libéraux et des sociodémocrates, donc c'est assez compliqué comme équation. Et puis vous avez au niveau européen des désaccords aujourd'hui qui sont réglés par personne. Donc on a une équation compliquée. Comment mettre d'accord les acteurs européens sur une politique énergétique avec des prix qui soient à peu près raisonnables? Comment se mettre d'accord sur la durée entre ce qu'on peut faire sur une période de 10-20 ans et ce qu'on peut faire à moyen terme, à long terme? Et puis vous avez une dernière équation franco-française, c'est comment on fait en sorte que EDF ne s'écroule pas. Et quand on évoquait tout à l'heure le millefeuille administratif, je veux rappeler que la libéralisation du marché de l'électricité s'est traduite quand même par une augmentation phénoménale du millefeuille. C'était pas mal quand il y avait juste EDF comme acteur. Regardez le nombre d'acteurs administratifs qui ont remplacé EDF. Oui, parce qu'on a fait de la fausse concurrence aussi. On est d'accord. Sans d'ouvrir le marché. On est d'accord. Bon, allez, très vite, on n'a pas eu le temps de faire le débat sur la bonne idée. Oui, mais on a solutionné tous les problèmes énergétiques de la France. Pas mal. Bon, alors on écoute quand même Jacques Cressel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Il sera tout à l'heure à Matignon avec les raffineurs et les distributeurs pour se mettre d'accord ou pas sur le prix coûtant. On l'écoute. La réalité, c'est que la hausse du prix de l'essence, elle est d'abord due au fait qu'il y a une hausse du prix du baril. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre de décisions publiques qui ont eu lieu ces derniers temps sur les certificats d'économie d'énergie, sur les biocarburants, qui se sont traduits par des augmentations de coûts de l'ordre de 15 centimes supplémentaires. Ça, c'est du fait de l'État. D'ailleurs, au passage,
sur tout ceci. Il prend de la TVA en plus, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, il faut que l'État, de son côté également, regarde ce qu'il en est et s'il a des possibilités de faire également des efforts de ce côté-là. Voilà, vous allez payer votre pétrole plus cher. Il faut vous mettre ça dans le crâne. Et il y a des énergies renouvelables moins chères, comme le photovoltaïque et l'éolien. On a réglé le problème? Et l'hydrogène? Absolument. Alors il faut écouter en replay ou en podcast d'abord Xavier Barbaro de Neowen et après le débrief pour avoir du baume au cœur. Faites pas l'un sans l'autre parce que sinon on comprend pas. Merci à tous les trois d'être venus débriefer avec nous ce matin. Dans un instant, autour de Nicolas Dose, Éric Chanet, Jean-Marc Daniel et Jean-Pierre Petit. Nous on se retrouve demain. Passez une bonne journée d'ici là. À demain. Au revoir.